Le savoir est considéré aujourd'hui comme essentiel, une arme sans égale qui d'ailleurs permet de distinguer l'humain de l'animal. Nous possédons tous un savoir, du plus frais au plus ancestral. Grâce à lui, nous avons même pu découvrir les étoiles. En revanche, l'ignorance nous fait peur, car celle-ci nous pousse sur des terrains inconnus, faisant monter en nous cette terreur, cette crainte de ne jamais savoir qui ronge notre âme de l'intérieur. Dirigeons-nous à l'extrémité du continent africain, sur le territoire de l'Afrique du Sud au cours de l'année 2005. Nous sommes le 16 mars, dans la petite ville de Stellenbosch, distante d'une cinquantaine de kilomètres de celle du Cap. Un nom à consonance germanique, contrastant avec l'univers du continent africain, et pour cause, la petite commune de 21 000 habitants est un résidu de l'époque colonialiste. La ville fut fondée en 1629 par un Néerlandais du nom de Simon van der Stel. Stellenbosch est reconnu pour la qualité de son enseignement universitaire, attirant de nombreux étudiants de la région. Ce jour est agréable, la température est douce, et voici que les rayons de soleil se mettent à glisser sur les bords abrupts des montagnes, annonçant l'arrivée de la nuit. Alors que le crépuscule laisse place à la noirceur de la nuit, au sein d'un appartement, la sonnerie d'un téléphone se met à retentir. La lumière de l'écran illumine temporairement une partie de la pièce où il se trouve. Le combiné sonne ponctuellement, mais quelques minutes plus tard, voici la pièce éclairée continuellement par l'écran de l'appareil, dont les appels et les SMS ne cessent de parvenir sans que personne ne décroche. Inge Lotz est née le 9 mars 1983. Elle est la fille de Jan et Juanita Lotz qui ont tenté 10 ans durant d'avoir un enfant avant que, finalement, la prunelle de leurs yeux ne vienne au monde. Les conditions de vie de la famille Lotz sont aisées. Le père est professeur à l'université de Stellenbosch, tandis que la mère est physiothérapeute. Bien qu'à la naissance d'Inge, elle prenne la décision de quitter son travail afin de se consacrer entièrement à l'éducation de sa fille. Inge est la seule enfant de la famille, les parents ayant fait face à de nombreuses difficultés pour la concevoir, ils ne sont pas prêts à recommencer, mais surtout, ils sont comblés avec leur fille qui leur apporte énormément d'amour. L'enfant s'avère être doué à l'école, son parcours scolaire est exemplaire ainsi que prometteur pour son avenir. En plus d'être une excellente étudiante, elle développe de très bonnes capacités musicales. Elle joue de plusieurs instruments et intègre une chorale qui la conduira en Europe pour une tournée au sein de multiples pays sur le vieux continent. Inge est épanouie, ses parents heureux et rien ne semble pouvoir entamer ce bonheur. D'autant plus que la jeune femme, âgée désormais de 23 ans, performe dans ses études universitaires dans le domaine des mathématiques. En 2005, elle s'apprête à terminer son cursus en obtenant son diplôme avec les honneurs, ce qui ne surprend pas son entourage. Inge est à deux doigts d'entrer dans la vie adulte avec presque tout ce que l'on pourrait souhaiter. Un environnement familial sain, des diplômes ainsi qu'un avenir professionnel radieux. La cerise sur le gâteau, c'est l'amour, et sa rencontre un an auparavant avec Fred van der Pfeiffer. Fred est également étudiant à l'université de Stellenbosch. Lui aussi vient d'une famille aisée dont la fortune provient de l'exploitation bovine et de tomates. À l'instar d'Inge, en plus de ses très bons résultats scolaires et universitaires, il est un sportif performant dans diverses disciplines, et principalement le rugby. Ce grand brun fait craquer la jeune femme, mais l'attrait est tout à fait réciproque, c'est donc logiquement qu'ils entament une relation amoureuse. Fred est rapidement présenté aux parents d'Inge qui sont ravis d'apprendre que leur fille fréquente un si charmant garçon. D'ailleurs, le jeune homme n'a aucun mal à être intégré à la famille Lotz avec qui il passe beaucoup de temps. Fred, tout comme Inge, finit ses études, débarquant sur le marché du travail où il décroche sans trop de difficultés un emploi en tant qu'actuaire au sein de la compagnie d'assurance Old Mutual. Pour ceux qui l'ignorent, le métier d'actuaire est un poste clé chez les assureurs
puisque la mission de ces employés sera de prédire les probabilités de survenance des risques auxquels l'assurance propose une réparation, et donc cadre, entre autres, les contrats d'assurance par leurs prédictions. Pour se rapprocher de son lieu de travail, le jeune homme emménage dans un appartement à proximité avec un ami des bancs de la faculté, Marius Botta. En parallèle, à la fin du mois de février 2005, Inge aussi déménage, quittant le foyer familial pour un appartement qui se trouve au sein d'un complexe haut de gamme sécurisé, bien qu'encore partiellement en construction, dans la banlieue de Stellenbosch. Cependant, la jeune femme entretient un lien fusionnel avec sa mère, et la résidence ne se trouvant qu'à une trentaine de minutes en voiture de la maison de ses parents, située à Velremote, elle y passe quasiment l'intégralité de ses fins de semaine. En plus des passages réguliers chez ses parents, Inge téléphone tous les matins presque sans exception à sa mère afin de l'informer que tout se passe bien pour elle. Un coup de fil quotidien justifié par le taux de criminalité élevé en Afrique du Sud. Les meurtres, les enlèvements, les cambriolages, les agressions sont monnaie courante malheureusement. Inge, venant tout juste de s'installer en autonomie, sa mère souhaite l'accompagner dans cette transition et certainement avoir la conscience tranquille aussi. Quoi qu'il en soit, cette routine ne connaît pas d'exception en cette fin de semaine de mars. Le vendredi 11, dans l'après-midi, Inge se présente à la maison familiale où elle est accueillie à bras ouverts par ses parents. La météo est particulièrement clémente, la température est idéale pour piquer une tête dans la piscine, et Inge ne s'en prive pas. Elle enfile donc un maillot de bain et passe une partie de l'après-midi dans l'eau. Quelques instants plus tard, sa mère la rejoint pour profiter de sa présence. Inge change sa tenue et porte désormais un short ainsi qu'un débardeur, laissant apparaître la peau de ses bras et de ses jambes. Tandis que les deux femmes discutent en prenant une tasse de thé, Juanita remarque des hématomes qui parsèment les membres de sa fille. Elle questionne donc Inge à ce sujet qui ne donne pas réellement de réponse, se contentant d'un haussement d'épaule, comme s'il s'agissait d'une chose anodine. Anodine peut-être, mais la remarque de sa mère est suffisante pour qu'Inge parte revêtir à présent un haut à manches longues ainsi qu'un jean, comme si elle souhaitait dissimuler ses bleus. Le dimanche 13 mars au matin, Fred, le petit ami d'Inge, lui téléphone et demande s'il peut passer la voir. La jeune femme ne semble pas très emballée à cette idée, mais dans l'après-midi, celui-ci se trouve sur le pas de la porte. Il est donc invité à entrer naturellement. Le couple se trouve dans la chambre d'Inge. La mère de cette dernière les rejoint lorsque sa fille prépare ses affaires pour la semaine. Inge lui demande le temps qu'il fera dans les prochains jours afin d'adapter sa garde-robe. Sa mère lui indique que les températures seront élevées, lui suggérant au même moment d'emporter une robe légère en pointant une du doigt dans l'armoire. À cet instant, Fred, qui assiste à la scène, dit à Inge « Tu ne porteras cette robe que lorsque je serai avec toi ». Les deux femmes se regardent en rigolant, pensant à une boutade du petit ami. Seulement, ce dernier semble bien sérieux dans ses propos. À ce moment, il y a une chose importante qui entre en jeu, les croyances religieuses. Inge a été élevée comme une chrétienne dévouée, elle respecte tout à fait les codes de sa religion. Il en est de même pour Fred, étant de même confession. Seulement, le jeune homme a été éduqué selon une voie plus conservatrice encore. Son enseignement le conduit à éviter tout contact physique avant le mariage, ceci pouvant conduire à des relations sexuelles. Or, Fred compte bien respecter sa conduite religieuse et n'entreprendre des relations sexuelles avec sa femme vierge qu'après la célébration officielle. Malgré cette remarque, il n'y a pas d'esclandre. Inge et Fred quittent ensemble la maison avant de se rendre chacun à leur propre domicile. Et voici que débute une nouvelle semaine, qui ne sera pas comme les autres. Nous sommes le mardi 15 mars 2005 au soir. Fred sort de chez lui pour se rendre chez sa petite amie. Il compte y passer la nuit puisque tôt le lendemain matin, il assiste à une conférence sur le campus et le logement d'Inge est bien plus proche de sa destination que le sien. La soirée débute normalement. Le couple passe un agréable moment puis Fred décide d'appeler son frère Dewey afin de le féliciter puisqu'il a récemment appris qu'il allait être papa. L'entame de la conversation est chaleureuse du fait de cet heureux événement. Simplement, elle finit par s'envenimer lorsque les deux frères abordent la question du comportement de leur troisième frère lors du mariage de Dewey.
Effectivement, cela fait plusieurs semaines à présent que Fred reproche à Alphonse de s'être trop alcoolisé lors de la célébration du mariage de Dewey et sa compagne. Seulement, personne ne comprend la réaction de Fred, dans la mesure où il s'agissait d'un événement festif où de nombreux autres invités furent en état d'ébriété. Quoi qu'il en soit, ce point de désaccord persiste, si bien que les deux frères raccrochent sur cette mésentente. Ceci a pour effet de modifier l'état d'esprit de Fred, qui à présent est contrarié. Inge tente alors de comprendre la situation, mais le jeune homme est totalement fermé et ne communique pas avec elle. Il s'en va s'enfermer dans la salle de bain afin de prendre une douche, puis se couche sur le canapé, tandis qu'Inge reste fixée sur son ordinateur, essayant de terminer le travail qu'elle a débuté avant, elle aussi, d'aller faire sa nuit. Le lendemain, le mercredi 16 mars, Inge, au réveil, espère que son petit ami se sente mieux et qu'il est de bien meilleure humeur que la veille. Ses espoirs sont vains, puisqu'au petit déjeuner, une dispute, plus intense qu'à l'accoutumée, explose entre les deux partenaires. Inge ressent bien que Fred est irrité par quelque chose qu'il ne souhaite pas partager, alors elle insiste. Si elle le fait, c'est parce qu'elle pense qu'il s'agit d'un problème lié à leur couple, ce qui l'inquiète, et le comportement quelque peu mystérieux de Fred ne fait que nourrir cette inquiétude. Le jeune homme ne s'ouvre toujours pas à la discussion, mais il finit par céder face à l'opiniâtreté dont fait preuve Inge, et lui révèle que la brouille avec son frère la veille est à l'origine de sa mauvaise humeur. Inge s'effondre, elle ne le croit pas. Pourquoi serait-il aussi désagréable avec elle pour une affaire où elle ne joue aucun rôle? Elle lui pose donc la question. Est-il toujours amoureux d'elle, puisqu'elle en doute désormais? Fred répond immédiatement que oui, et qu'il pense que c'est Inge qui n'est plus sincère dans ses sentiments. Aussitôt, Inge dément et lui dit qu'elle l'aime du plus profond de son cœur. Une sorte de défiance s'installe entre le couple, alors que tous deux assurent qu'ils s'aiment mutuellement. Mais le temps est compté pour Fred, qui doit partir se rendre à sa conférence. Alors, il suggère à sa petite amie de lui écrire une lettre, dans laquelle elle lui exposera ses sentiments pour en discuter le soir lorsqu'ils se retrouveront. C'est dans une ambiance un peu curieuse que Fred s'en va à 7h45. Dans la foulée, Inge saisit un stylo, prend une feuille de papier et s'installe pour rédiger la fameuse lettre à cœur ouvert. 2 heures et 2 pages manuscrites plus tard, la jeune femme contacte Fred par SMS et l'informe qu'elle est en route pour le campus avec la lettre qu'elle compte lui remettre. Elle se prépare donc à la hâte et s'apprête à sortir, et voici que l'on toque à la porte. Il s'agit d'un carreleur qui doit remplacer des carreaux brisés sur le balcon. Bien entendu, c'est la dernière des priorités pour Inge, qui explique à l'homme qu'il devra revenir à un autre moment dans la journée. Sur les coups de 10h du matin, Inge se tient face à l'amphithéâtre où se déroule la conférence à laquelle assiste Fred. Elle patiente tranquillement, apercevant les premiers participants quitter les lieux, puis c'est au tour de son petit ami de sortir. Elle le rejoint donc pour lui remettre la précieuse enveloppe, mais il y a toujours cette sorte de tension entre les deux qui ne passent que quelques secondes ensemble avant de reprendre chacun leur direction. Fred, lui, se rend à un magasin de meubles à Stellenbosch pour y récupérer une armoire de cuisine qu'il va déposer chez un ami après le travail. Car oui, c'est sa seconde destination, et il a du chemin à parcourir puisque la compagnie d'assurance pour laquelle il est employé se trouve à 47 km de là, à Pinelands. Après ça, le voici donc qui arrive sur son lieu de travail à environ 11h du matin. Inge, quant à elle, rejoint son ami d'enfance, Wimpy Bossoff, à qui elle a besoin de se confier suite aux récents événements avec Fred. Inge pense que ce dernier prépare sa rupture avec elle. La grosse dispute de la matinée et l'atmosphère tendue qui s'en est suivie lui fait craindre la fin de leur relation. Son ami tente de lui apporter réconfort, soutien et conseils, mais cela n'a que très peu d'effet. Inge le quitte finalement pour rentrer chez elle. Durant la journée, cependant, ce n'est pas le silence radio, et le couple communique beaucoup par SMS. À 13h, approximativement, Fred envoie un message à Inge, dans lequel il lui demande comment s'est déroulé son déjeuner avec son ami. Dans ce même message, il lui indique aussi avoir pris connaissance de la lettre, qu'il l'a touchée, et il la remercie. Il précise aussi qu'il la relira plus tard encore, à tête reposée, avant de lui souhaiter un bon après-midi et de lui dire qu'il l'aime.
La réponse de la petite amie est envoyée à 13h36. Inge dit qu'elle a passé un très bon moment en la compagnie de Wimpy, que le carrelage du balcon a été finalement changé et que Fred lui manque. Le jeune homme ne peut pas continuer l'échange avec Inge puisqu'au cours de l'après-midi, il participe à plusieurs réunions avec un groupe de collègues. Inge, après la discussion par SMS avec Fred, contacte sa mère pour lui signifier que le carrelage de son balcon a été réparé. Juanita souhaite faire le déplacement jusqu'au domicile de sa fille afin de vérifier que le travail a été bien fait. Mais Inge l'informe qu'un déplacement est inutile, de toute manière, elle se prépare à sortir. Il est 14h55 lorsqu'elle commande un hamburger dans l'un des restaurants de la chaîne Steers. La jeune femme se dirige ensuite vers une épicerie du coin où elle achète un magazine ainsi qu'une bouteille de soda. Elle termine ses emplettes en se rendant à un magasin de location de DVD, où elle y loue le film The Stepford Wives, en français, Les femmes de Stepford, qui est un film d'horreur des années 70. C'est à 15h07 précisément qu'elle sort du magasin de location, et la distance qui la sépare de son appartement est de 5 km. Elle devrait donc être de retour chez elle aux alentours de 15h30. C'est à cet instant que l'histoire devient troublante. Fred, qui se trouve toujours sur son lieu de travail, en a terminé avec ses réunions à environ 17h15. Malgré tout, il ne quitte le bureau que vers 18h après avoir parcouru ses emails réceptionnés durant son absence. Après sa longue journée, le jeune homme rentre chez lui où son colocataire Marius Botta est déjà présent. Ils passent du temps ensemble à discuter, dîner et regardent la télévision. Et Fred a encore une dernière tâche à réaliser. Il doit transporter l'armoire qu'il avait récupérée dans la matinée et stockée à l'arrière de son véhicule pour l'emporter chez un ami. Il part donc déposer le meuble. Une fois à destination, il passe un peu de temps chez cet ami où il boit une tasse de café. Il est à peu près 20h lorsque Fred envoie finalement un SMS à Inge dans lequel il lui dit à nouveau qu'il l'aime, qu'il souhaite entendre sa voix et qu'il l'appellera un peu plus tard dans la soirée. Le jeune homme ne reçoit pas de réponse à son message. Il est à présent 21h. Et comme convenu, Fred téléphone à sa petite amie qui ne répond pas. Il patiente 3 minutes supplémentaires avant de lancer un nouveau coup de fil qui, là encore, le conduit sur la messagerie vocale d'Inge. Ce comportement est intriguant pour Fred, qui ne sait pas quoi penser. Il y a eu cette grosse dispute le matin même, où des mots durs ont été échangés. Et même si Inge a rédigé une lettre où elle exprime ses sentiments les plus profonds, peut-être qu'elle n'a pas totalement digéré l'altercation. Si tel est le cas, il vaut certainement mieux s'abstenir d'envenimer la situation et laisser la nuit sédimenter toute cette affaire pour en discuter le lendemain calmement. Et le comportement d'Inge est si inhabituel que le jeune homme ressent un malaise, puisque tous ces événements ont été causés par son attitude. Alors, à force de ruminer, il craque, envoyant un SMS à 21h40 afin de s'assurer que tout allait bien de son côté et qu'elle pouvait l'appeler à tout moment. Seulement, comme pour toutes les précédentes tentatives de prise de contact, il n'y a aucune réponse de la part d'Inge. Ce curieux mutisme inquiète à présent Fred qui, 20 minutes plus tard, à 22h, envoie à nouveau un SMS, mais à Juanita, la mère d'Inge cette fois-ci. Il essaye de savoir si elle a discuté récemment avec sa fille en tentant, cependant, de ne pas lui transmettre son inquiétude. Malheureusement, il semblerait que personne n'a eu récemment en ligne ou par message la jeune femme. À 22h08, Fred persiste en composant le numéro de sa petite amie, mais comme à chaque fois, personne ne décroche. Son colocataire, Marius Botta, dans un éclair de lucidité, suggère à Fred qu'il appelle un ami habitant à proximité du domicile d'Inge pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal chez elle. Cet ami, c'est Christo Prestorius. En parallèle, à 22h30, Fred quitte son appartement pour rejoindre les parents d'Inge chez eux et y récupérer le double des clés de l'immeuble où sa petite amie réside. Pendant qu'il parcourt les 40 minutes qui le séparent de la maison familiale des Lutz, Christo Prestorius, l'ami de Fred et Marius, se rend chez Inge. Ce dernier arrive sur le lieu de résidence de la jeune femme, mais il fait face à un portail qui lui barre la route. Il aperçoit un voisin en train de fumer à son balcon. Christo le sollicite pour qu'il lui autorise l'accès, ce qu'il fait.
Le jeune homme monte jusqu'à l'étage où Inge habite. Le voici face à la porte de l'appartement numéro 21. Et bien sûr, il ne possède pas les clés. Il toque d'abord et sans surprise, il n'y a aucune réponse. Alors, sans grand espoir, il tourne la poignée de la porte qui, à sa surprise, n'est pas verrouillée. Christo entre donc doucement dans les lieux qui sont plongés dans l'obscurité. Il prononce le nom d'Inge à plusieurs reprises, et seul un silence pesant règne. Depuis l'entrée de l'appartement, il distingue une forme dans le salon, comme si quelqu'un était assis sur le canapé. Christo s'approche, mais la personne ne bouge pas. Et pour cause, voici un cadavre. Le jeune homme met du temps à comprendre qu'il s'agit d'Inge, tant son visage est déformé par les coups violents qui ont été portés à son visage. Il y a une quantité phénoménale de sang. Christo pense d'abord que la jeune femme a mis fin à ses jours, mais il apparaît clairement qu'elle a été battue à mort en réalité. Il est 22h35. Christo, totalement choqué de sa sordide découverte, appelle dans l'instant les autorités, puis Marius, le colocataire de Fred, pour l'informer du décès d'Inge. Marius se met aussitôt en route pour rejoindre Fred ainsi que les parents d'Inge afin de leur apprendre la terrible nouvelle. Il ne souhaite pas faire ceci par téléphone. Voici pourquoi il se déplace. Durant ce laps de temps, le petit ami d'Inge est déjà arrivé chez les Lutz à Velremode. Il a récupéré le badge permettant d'accéder à la résidence d'Inge et se remet en route pour Stellenbosch. Alors qu'il roule depuis plusieurs minutes, Fred appelle Marius pour connaître la situation. Son ami lui annonce qu'il se dirige vers le domicile de la famille d'Inge et qu'il doit parler à tout le monde là-bas sans donner plus de détails, puis raccroche subitement. Cette attitude agace fortement Fred qui comprend que Marius lui dissimule quelque chose de grave. Alors il le rappelle et l'enjoint de tout lui dire, mais Marius ne cède pas. Il lui indique de faire demi-tour et de le retrouver chez les parents d'Inge. Fred s'exécute. Après quelques minutes, voici Marius qui arrive chez la famille Lutz. Il découvre Fred assis dans sa voiture et Juanita à l'extérieur de sa maison l'attendant. Marius Botta sort du véhicule et annonce la mort d'Inge. Quelques heures plus tard, une nuée de policiers se trouve sur le lieu du crime qui est pris très au sérieux, notamment du fait de la violence de celui-ci. Il faut dire que le traitement réservé à Inge fut particulièrement cruel. Les médecins légistes observent sur la dépouille de la jeune femme des lacérations au niveau du cou et du tronc causées par une arme blanche. Mais surtout, l'autopsie révèle que 47 coups ont été assénés avec ce qui pourrait être un marteau. Il s'agit là d'un crime hautement sadique. Qu'est-ce qui a poussé une personne à commettre une horreur pareille ? En examinant les lieux, les enquêteurs comprennent que le meurtrier, après avoir battu à mort Inge, s'est rendu dans la salle de bain, certainement pour nettoyer le sang qui avait été projeté sur lui. S'ils émettent cette hypothèse, c'est parce qu'une serviette ensanglantée est retrouvée à cet endroit, ainsi qu'une empreinte de chaussure sur le sol de la pièce et des éclaboussures de sang dans l'évier. La piste du cambriolage qui aurait dégénéré en agression est peu probable. D'une part, parce que la résidence où vit Inge est sécurisée et que la jeune femme avait renforcé sa sécurité en ajoutant des barreaux à ses fenêtres. D'autre part, il n'y a pas de traces d'effraction. Aucun objet de valeur n'a été dérobé, même pas le téléphone de la jeune femme qui se trouve toujours sur le plan de travail de la cuisine. Seuls un couteau et le badge du complexe ont été emmenés. Curieux. Sur la table basse du salon se trouve la boîte du DVD emprunté quelques heures plus tôt par Inge au vidéoclub. Cet objet intéresse fortement les policiers de l'unité scientifique puisqu'il devient un indice lorsqu'une empreinte digitale est découverte dessus. Les enquêteurs essayent de comprendre les événements. Selon eux, Inge était tranquillement allongée sur son canapé, soit en pleine lecture, soit plongée dans son film. Alors qu'elle ne s'y attend pas, elle est brutalement frappée au niveau du crâne. Les coups sont si féroces que la jeune femme a sûrement perdu connaissance instantanément, ce qui explique la position dans laquelle se trouve le cadavre, presque figé dans sa position originelle avec son magazine à ses pieds et la télécommande de la télévision en main.
Bien sûr, ces actes sauvages démontrent une haine viscérale de l'agresseur à l'égard d'Inge, ce qui ressemble presque à un règlement de compte. Quoi qu'il en soit, ce meurtre n'échappe pas à une diffusion médiatique massive et le visage angélique de la jeune femme passe en boucle sur les écrans de télévision, mais aussi dans les journaux et tout autre support de presse. Fred, quant à lui, dont le chagrin est incommensurable, s'installe chez les parents d'Inge. Assurément, le choc de la perte de celle qu'il aime affecte son comportement. Il vit dans la chambre d'Inge, qu'il a presque transformée en sanctuaire, rempli de bougies et d'images de la jeune femme. La famille Lutz met tout en œuvre pour accompagner Fred dans son chagrin en lui délivrant tout l'amour possible. Mais cette situation ne va pas durer bien longtemps et même s'inverser. La police, en premier lieu, reçoit de nombreuses informations à propos des travaux réalisés dans la résidence, et une coupure de courant est survenue, obligeant des électriciens à se rendre sur place. De même, les ouvriers chargés de refaire le carrelage du balcon d'Inge étaient présents. Alors, est-ce qu'une de ces personnes aurait pu profiter d'être à l'intérieur du complexe sécurisé pour commettre le crime ? Possible, mais ce n'est pas la piste principale des enquêteurs qui se tournent plutôt vers les proches de la jeune femme. 4 hommes sont visés par l'intérêt de la police. Wimpy Bossoff, avec qui Inge a déjeuné le jour de sa mort, Braham Kruger, l'ex-petit ami de la jeune femme, Marius Botta, le colocataire de Fred, et Fred lui-même. Rapidement, les 2 premiers sont mis hors de cause, disposant d'alibi, démontrant qu'ils ne peuvent pas être les auteurs du meurtre sordide. Fred aussi est disculpé assez vite, puisqu'il se trouvait sur son lieu de travail, participant à des réunions avec de nombreux collègues qui témoignent de sa présence. Des images de vidéosurveillance corroborent ses propos, excluant ainsi la possibilité qu'il soit impliqué dans le décès d'Inge. Il reste donc Marius Botta, le colocataire de Fred, qui semble être une piste improbable. Quelle raison aurait-il eu d'assassiner Inge ? Cela ne semble mener nulle part, et pourtant, la police apprend que le jeune homme éprouvait des sentiments pour Inge au début de leur parcours universitaire. Un lien entre les deux qui rebat les cartes, d'autant plus qu'il y a des preuves de cet attrait, avec une longue lettre à cœur ouvert de Marius pour Inge, et à plusieurs reprises, le jeune homme avait expliqué qu'elle et Fred n'étaient pas faits l'un pour l'autre. La jalousie est-elle le mobile du meurtre sauvage qui s'est déroulé il y a quelques heures ? C'est possible, surtout que Marius n'a aucun alibi. Le jeune homme explique qu'il se trouvait à son appartement à ce moment, sans que rien ne puisse venir confirmer ou infirmer ses dires. Seulement, il n'y a pas de preuves matérielles de son implication dans le meurtre. Les policiers ne peuvent que spéculer à son encontre. Et l'enquête va connaître un rebondissement lorsque Werner Carolus, un adolescent de 17 ans, se présente à la police comme étant l'assassin. Il détaille aux policiers sceptiques dans un premier temps qu'il a tué Inge alors qu'elle se trouvait sur le canapé. Le fait qu'il donne ces précisions oblige les enquêteurs à se concentrer sérieusement sur le jeune homme, puisque la position dans laquelle a été retrouvée Inge n'était connue que des services de police. Seul le meurtrier aurait donc pu détailler les événements de cette façon. L'assassin d'Inge viendrait-il de se jeter dans la gueule du loup ? Eh bien, ce n'est pas si sûr. Werner Carolus revient sur sa déclaration, et il le fera à plusieurs reprises au cours des jours suivants. Après avoir affirmé qu'il était l'auteur du crime, voici qu'il explique n'en avoir été que le témoin. Et c'est un de ses amis, un certain Yako, qui serait le véritable coupable. Et puis, des éléments ne tiennent pas dans son discours. Il dit que la jeune femme a été tuée un samedi, alors que les policiers détiennent les preuves formelles que la date de la mort est le mercredi 16 mars. Ensuite, bien que Werner Carolus soit capable de conduire les policiers jusqu'au complexe d'appartements où se trouve celui d'Inge, il n'est pas en mesure de trouver l'appartement numéro 21. Puis l'adolescent finit par se rétracter complètement, expliquant qu'il était sous l'emprise de drogue au moment où il a décidé de faire ses aveux aux agents. Les enquêteurs comprennent qu'ils perdent leur temps avec cet individu à qui ils ne donnent plus aucun crédit. L'affaire s'enlise, mais les policiers continuent de penser que le coupable se trouve parmi les proches de la victime.
L'acharnement dont a fait preuve le meurtrier est l'élément qui leur donne cette intime conviction. Ils reprennent donc le dossier du début. Le profil le plus susceptible d'être mêlé à cette horreur, c'est le petit ami de la victime. Car oui, en reprenant le contexte, tout conduit à un mobile pour Fred Vanderpfeiffer. Ce dernier a déjà eu des crises de jalousie, engendrant des disputes avec Inge. Son attitude est par moments celle d'un dominateur, voire d'un manipulateur. L'incident de la robe que je vous ai exposé auparavant en est un bon exemple. Enfin, l'entente entre Fred et Inge est loin d'être au beau fixe, avec cette violente altercation qui s'est déroulée le matin même de la mort de la jeune femme. Avec un peu de recul, les parents d'Inge relèvent aussi que Fred pouvait être manipulateur, et commencent à émettre des doutes à l'égard de celui qui loge dans la chambre de leur fille. Et s'il jouait la comédie? Et s'il était l'assassin? Juanita se souvient de cet après-midi, quelques jours avant le décès d'Inge, où sa fille avait recouvert sa peau parsemée d'hématomes, peut-être causés par les actes brutaux de son petit ami. Inge a toujours nié, expliquant qu'il s'agissait de blessures anodines qu'elle s'était faites à la salle de sport. À ce moment, il est demandé à Fred de quitter la maison familiale. Car après la mort de leur fille, et suite à des entretiens avec la police, il semblerait qu'il y ait un épais brouillard autour des agissements de Fred ce soir-là. D'abord, le jeune homme, lorsqu'il a fait sa déclaration aux enquêteurs, a expliqué que, dès lors qu'il avait rebroussé chemin pour se rendre à la maison de la famille Lutz, il était entré à l'intérieur du logement. Et cette version diverge de celle donnée par Juanita, qui indique que le jeune homme n'a jamais franchi le pas de la porte. Il est tout le temps resté assis dans sa voiture, garé dans la rue avec les yeux fermés en attendant Marius. Une attitude étrange que la mère interprète comme la volonté de Fred d'éviter son regard, sous-entendant après l'acte horrible qu'il a commis. Ensuite, Fred a parlé de la lettre qu'Inge lui avait rédigée à sa demande. Bien sûr, Juanita a souhaité la voir, mais le jeune homme a refusé, indiquant qu'il s'agissait de sentiments forts qui ne concernent que le couple. Face à l'insistance de la famille pour voir le contenu de cette lettre, il finit par leur remettre. Simplement, il s'agit d'une note, d'un paragraphe tout au plus, sur un petit morceau de papier. Cela ne correspond pas à la description de la lettre écrite par Inge, d'une part sur la forme, puisqu'elle s'étalait sur 2 pages, d'autre part sur le fond, puisqu'il y a uniquement des banalités sur cette petite note, et non pas la révélation des sentiments d'Inge à l'égard de Fred. Le jeune homme aurait-il donc volontairement remplacé la lettre d'Inge? C'est ce que la mère pense. Enfin, il y eut un nouvel incident lors de l'identification du corps d'Inge à la morgue. Cette épreuve étant insoutenable pour les parents, ils ont désigné le frère de Juanita comme la personne devant se charger de confirmer que la dépouille découverte dans l'appartement était bien celle de leur fille. Mais alors que celui-ci est en route, il reçoit un appel téléphonique de Fred, lui disant qu'il n'avait pas à se rendre à la morgue puisqu'il a sollicité 2 pasteurs de son église pour l'identification. Évidemment, l'oncle d'Inge à cet instant n'écoute pas Fred, se rendant tout de même à la morgue où il demande aux 2 hommes de foi de quitter les lieux, cette affaire ne les concernant aucunement. Pendant ce temps, les analyses des éléments récupérés par les policiers sur le lieu du crime commencent à dévoiler les premiers résultats. L'empreinte digitale retrouvée sur la boîte du DVD que Inge avait loué est reliée à un individu, son petit ami Fred. Ceci est capital, cela signifie que Fred s'est retrouvé dans l'appartement d'Inge après 15h07, puisque c'est à ce moment qu'elle a loué le DVD et qu'elle était seule lors de la location, comme les images de vidéosurveillance le montrent. Autrement dit, le petit ami se trouvait sur le lieu du crime à une plage horaire où le meurtre a été perpétré, ce qui est particulièrement incriminant et brise l'alibi de ce dernier qui prétend avoir été sur son lieu de travail toute l'après-midi. Cette trouvaille génère un effet boule de neige, puisque dans la foulée, les autorités obtiennent un mandat de perquisition afin de fouiller le domicile du jeune homme. Là-bas est saisie une paire de chaussures de la marque High-Tech, qui intéresse les enquêteurs dans la mesure où celle-ci imprime des traces similaires à la marque de sang découverte dans la salle de bain d'Inge.
Par ailleurs, il apparaît que ses chaussures ont été lavées récemment. L'accumulation de ces indices conduisent les policiers à essayer de retrouver l'arme du crime qui, a priori, mettra un point final à l'enquête. Alors, ils demandent directement à Fred s'il possède un marteau. Le suspect répond qu'il possède un ouvre-bouteille en forme de marteau, offert par les parents d'Inge à Noël l'année précédente. L'objet est retrouvé sous le siège conducteur de sa voiture. Fred indique qu'il l'avait sûrement oublié à l'intérieur et qu'il ne s'en était jamais servi. Les policiers détiennent un mobile, des preuves matérielles incriminantes. Il faut donc démanteler l'alibi de Fred afin de l'inculper et le présenter face à la justice. Le jour du meurtre, le jeune homme arrive chez Old Mutual, situé à 47 km de la résidence d'Inge, aux alentours d'11h du matin. Puis, il rejoint 6 collègues pour une série de réunions qui débute à 13h10 et a vocation à durer toute la journée jusqu'à 18h. D'ailleurs, les images de vidéosurveillance de la compagnie d'assurance montrent bien Fred arriver à 11h et repartir à 18h. Simplement, une période d'inactivité est décelée par les enquêteurs, entre 15h29 et 17h14, durant laquelle il n'y a ni coup de téléphone, ni connexion à son poste de travail. Une plage de 105 minutes qui, potentiellement, aurait permis au jeune homme de quitter discrètement les locaux sans être filmé, conduire 40 minutes pour se rendre chez Inge, commettre le meurtre sauvage de sa petite amie durant 15 minutes au maximum, revenir sur son lieu de travail en passant une nouvelle fois 40 minutes sur la route et reprendre son poste. Le dossier s'épaissit, si bien que la police s'apprête à mettre en état d'arrestation Fred van der Pfeiffer. Mais ce dernier, sur conseil de son avocat, coupe l'herbe sous le pied des policiers et se rend de lui-même tout en maintenant son innocence. Il demande même à passer un test polygraphe, le fameux détecteur de mensonges, afin de démontrer sa bonne foi, et il le réussit. Malgré ces résultats, les enquêteurs considèrent que les éléments à charge sont suffisamment nombreux pour traduire Fred van der Pfeiffer devant la justice. C'est ainsi que débute son procès au cours du mois de février 2007, pour une durée de 9 mois et une médiatisation sans précédent en Afrique du Sud. La première pièce à conviction présentée au juge est l'empreinte digitale découverte sur la jaquette du DVD loué par Inge, et qui place Fred sur le lieu du crime durant le laps de temps où celui-ci a été commis. Seulement, la défense a sollicité 2 experts américains dans l'analyse des empreintes digitales, Pat Wertheim ainsi que David Klatzoff. Et leur expertise met à mal l'accusation, parce qu'ils affirment que cette preuve cruciale n'a absolument pas été récupérée sur une surface plane, comme la jaquette du DVD, et sur un support incurvé, comme un verre. Cela engendre un second problème, celui de l'étiquetage des preuves, qui permet de connaître le moment précis où elles ont été récupérées, l'endroit, les conditions, etc. Or, l'étiquette de l'empreinte digitale indique la date du lendemain et l'heure 10h15. Autrement dit, l'étiquetage n'a pas eu lieu précisément lorsque les policiers ont collecté la preuve. Et cela change tout. Dans le cas où l'empreinte aurait été découverte sur un verre, elle devient bien moins incriminante à l'égard de Fred, qui passait régulièrement chez sa petite amie et y était présent la veille. Par conséquent, une empreinte digitale de Fred sur un verre serait tout à fait normale. Finalement, cette preuve est renvoyée dans un laboratoire sud-africain pour une contre-expertise, et qui ira dans le sens des résultats émis par les Américains. Une erreur policière grotesque qui sera accentuée par le fait qu'avant même la fin du procès, ils décident de renvoyer le DVD, une preuve dans une affaire pour meurtre, on le rappelle, au magasin de location. L'amateurisme dont a fait preuve la police durant cette enquête ne passe pas inaperçu, faisant l'objet d'attaques régulières au sein des médias qui couvrent l'affaire. Un autre point abordé lors du procès sont les mouvements de Fred lors de sa période d'inactivité de 105 minutes. Bien que techniquement, le jeune homme aurait pu faire l'aller-retour, dans la pratique, cela semble être très étroit comme fenêtre pour commettre le meurtre. Il aurait fallu qu'il parvienne à esquiver les caméras de surveillance, les nombreux collègues qui parsèment l'établissement, ne pas être repéré sur le chemin de 47 km, tuer Inge rapidement,
se nettoyer et faire le retour, toujours sans être repéré. Tout ceci sans que son comportement n'éveille le moindre soupçon chez ses collègues, qui confirment que son attitude n'était pas différente des autres jours. S'agissant de la marque de chaussures laissée dans la salle de bain d'Inge, en réalité, elle ne correspond pas à la semelle des chaussures saisie chez Fred. En fait, les experts ne sont même pas certains que la marque de sang sur le lieu du crime soit véritablement une empreinte de chaussure. Quant au marteau, aucune trace ADN n'est découverte dessus, et il n'aurait pas pu infliger les blessures détectées sur la dépouille de la jeune femme. Les preuves matérielles tombent l'une après l'autre. Il reste cependant le mensonge de Fred s'agissant de la lettre qu'avait rédigée Inge, mais qui n'est pas suffisant pour le relier directement au meurtre. Alors, est-ce que les ouvriers présents dans la résidence auraient pu être impliqués ? La police n'a pas pris la peine de les interroger. Il n'y a aucune déclaration de ces personnes. Les pratiques policières dans cette affaire sont surprenantes. Souvenez-vous de Werner Carolus, qui s'était rétracté après avoir fait des aveux. S'il l'a fait, c'est suite à un accord avec la police qui lui avait proposé d'abandonner des charges pour vol de voiture s'il se rétractait. Bref, un véritable chaos qui nous amène au verdict prononcé en novembre 2007. Le juge, avant de faire connaître les résultats de ce procès, clame qu'il n'a jamais observé un tel manque de discipline de la part de la police avant cette affaire. Fred van der Pfeiffer est finalement acquitté du meurtre de sa petite amie Inge Lotz, presque 3 ans après le meurtre sauvage. Des années plus tard, des experts continuent de se battre à propos de l'empreinte digitale, certains démontrant avec de nouvelles techniques qu'elle a bien été prélevée sur une surface plane et donc la jaquette du DVD. Et quoi qu'il en soit, même si cela était le cas, Fred ne pourrait pas être jugé à nouveau pour le meurtre d'Inge Lotz. Voici l'un des mystères les plus tristes d'Afrique du Sud, du fait, malheureusement, de nombreuses erreurs commises par la police. Selon vous, et votre avis personnel, Fred van der Pfeiffer est-il le meurtrier de sa petite amie ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me rejoindre sur les réseaux sociaux en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.